présentation. Je présente, je vous dis un peu d'où je parle, et puis après je présenterai rapidement là où les thèses, si tant est qu'il y en ait, deux bouquins, parce qu'il y en a un en 2018, Métropole barbare, et un autre plus récent, pour en finir avec les grandes villes de 2000. Donc moi je suis enseignant-chercheur à Lyon, géographe de formation, et j'interviens aussi beaucoup dans les formations en sciences politiques, en sociologie politique. Et ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je travaille sur les questions urbaines, dans une perspective un peu critique, et l'un des fils critiques que vous allez sentir, d'où Métropole barbare, a priori quiconque ne voudrait pas lire le livre, au moins dans le titre, il se dirait qu'il y a quand même un petit truc, dans une perspective un peu critique. Voilà. Donc c'est ce que je me propose de vous expliquer, ou en tout cas de mettre sur la table pour pouvoir discuter derrière. Qu'est-ce qu'il y a de critique dans la métropolisation, qu'est-ce qu'on entend par métropolisation, et surtout, pourquoi faudrait-il en finir avec ces choses-là, et vous le sentirez, je pense, d'une manière à la fois critique, mais qui puise à des filiations politiques qui, à mon sens, ne sont pas très loin des vôtres. Mais ça, c'est un pari, on verra le moment venu. Du coup, il y a un phénomène mondial que l'on a constaté. Rennes en fait partie, hein, si vous voulez, on peut aller se balader 2 secondes, mais la caméra, ça va être compliqué, mais qui est un phénomène de métropolisation. Alors, métropolisation, c'est pas simplement un label métropolitain que certaines grandes villes ont obtenu depuis 2014-2015. C'est un processus du capital, et du capitalisme globalisé. D'ailleurs, le phénomène de métropolisation est né avec la conversion néolibérale de la facture économique de la mondialité à la fin des années 70, début des années 80. C'est là où les villes deviennent des acteurs de premier rang. C'est là où les grandes villes et le modèle de ville-monde va s'imposer comme acte définitif, selon moi, stade ultime d'un capitalisme qui, par la même occasion, voit sa nature, pas sa structure, mais sa nature un peu évoluer, moins industrielle, plus culturel, plus cognitif, plus post-industriel, étant entendu que ça vaut pour nos contrées occidentalo-centrées. Mais il y a autant d'industries, voire plus qu'il n'y en a jamais eu, mais bien évidemment elle a été délocalisée. On est en train de tout dézinguer pour pouvoir continuer, nous, en tant qu'occidentaux, à croire que nous aurions un appareil productif un peu plus vertueux. Bon. Et en fait, les autorités vont entériner cette chose-là en France, mais aussi dans d'autres pays, en octroyant à des villes un statut et un label métropolitain. Donc en France c'est 2014-2015, mais en fait on est entré dans une grande vague, une grande phase de réforme territoriale un peu partout dans le monde. Voilà. Les comtés doivent s'étendre, les régions deviennent méga, les provinces sont redessinées, les espaces métropolitains ont leurs propres autorités institutionnelles. Mais en fait, il ne faut pas s'y méprendre, il n'y a rien de nouveau là-dedans, même si ça a toujours été laissé au confinement juridique. Il n'y a jamais eu de débat public autour de ces choses-là. C'est vrai que vu comment c'est présenté, c'est un peu chiant, d'accord. Mais en fait, c'est un processus d'ordre politique du capital et de ses autorités d'État, qui servent de levier, sur 30 ou 40 ans. Voilà. Ça n'est qu'un entérinement. Donc il ne faut pas prendre vessie pour lanterne. 2014-2015, c'est pas un acte de nouveauté, la création du label, c'est simplement entériner un processus engagé et armer du coup des territoires pour justement s'inscrire. Alors, s'inscrire dans quoi? De quoi la métropolisation est-elle le nom? Les villes deviennent des acteurs de premier rang, je le disais, et avec un modèle générique qui est celui de la ville-monde. Donc, vous en avez 7 à l'échelle internationale et à peu près 120 qui, d'après les rankings et les classements, sont censés leur ressembler. En France, il n'y en a pas du tout 22 comme le label l'indique, il y en a 2 ou 3 qui jouent dans la cour des grands. Lyon en fait partie, Paris fait partie d'une ville-monde, voilà, il y en a quelques-unes. Ce modèle est d'ordre générique parce qu'en fait, il est simplement, admettre, là aussi entériner, que le terrain de jeu est mondial, que c'est la globalité planétaire qui devient théoriquement et dorénavant le lieu de la fluidité et du rendement et du surprofit qui peut l'accompagner, et que les villes, au détriment des États, sont des points de fixation, voilà, sont des lieux de rente. Auquel cas, d'ailleurs, le maire de Denver a fait un bon mot en 2007 en disant, en termes d'autorité, que le 19e était celui des empires, en termes d'autorité, le 20e des États et le 21e serait celui des villes, des grandes. Voilà. On est clairement embarqué là-dedans. Bon. Alors après, vous allez me dire, mais entre New York, Tokyo et Rennes, il faut se lever tôt pour voir les similitudes quand même. Hein. Bon. Et bien pourtant, il y en a un paquet en fait. Voilà. C'est-à-dire que si on atterrit rapidement dans les mutations que l'urbain
et que les grandes villes en France, nos grandes villes, plus de 400 000, plus de 500 000 habitants ont pu connaître, il y a indéniablement une forme d'homogénéité. Standardisation est un terme un peu fort, quoique, mais d'homogénéisation progressive de l'ensemble des politiques urbaines et des paysages urbains, et des modes de vie qui vont avec. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est quelque chose qui se fait à une vitesse phénoménale. Avec du coup dedans ceux qui sont les insiders et puis vous avez les outsiders. Voilà. Ceux qui sont du dedans et qui prescrivent cette chose-là. C'est la Macronie ambiante, hein, d'accord, c'est les premiers de cordée, qui sont comme des poissons dans l'eau, mais ça va évincer de fait tout un tas de populations qui non pas n'adhèrent pas, mais ne font pas partie de l'équation en fait. Voilà. Et notamment les classes populaires et les groupes populaires qui auparavant, lors du capitalisme industriel, étaient logés à demeure, passez-moi l'expression, maintenus à demeure de l'urbain, dans les faubourgs, dans les quartiers proches, etc. Mais qui dorénavant, vu que les activités sont moins industrielles et plus dématérialisées, et ben, grosso modo, on n'en a plus véritablement besoin. Donc le premier élément qui caractérise la métropolisation, y compris chez nous, y compris à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Rennes, etc., c'est que les espaces urbains centraux sont de moins en moins, sociologiquement diversifiés. Ils ne l'ont jamais véritablement été, il ne faut pas l'exagérer non plus, mais néanmoins, là c'est clair, le projet, il est là, évincer, exclure, et ça se passe, donc ça se passe par, du coup, l'étalement urbain, périurbain, ça se passe par voilà, des populations, alors il y a des quartiers d'habitat social, ça c'est une singularité française, mais ils sont démantelés au fur et à mesure, voilà, pour libérer de l'espace, hein, et faire venir justement les groupes sociaux qui sont visés. Donc le premier effet de la métropolisation, c'est celui d'un tri populationnel et sociologique, voilà, qui est à bas bruit jusqu'à il y a quelques années, qui dorénavant est à une vitesse tout à fait considérable. D'où le terme de barbarie. Alors il y a plein de... Dans les métropoles barbares, je liste 4 types d'effets qu'on peut juger assez dramatiques. Le voici, le premier présenté. Il y a un tri social qui s'opère de manière d'une violence assez extraordinaire. 10 000 € du mètre carré, c'est le prix d'acquisition à Paris. Voilà. On a franchi les 4 500 à Lyon. C'est pas pour toutes les bourses, je ne connais pas vos moyens budgétaires, mais je pense que la très grande majorité ne rentre pas dans le projet. Alors du coup, après les autres grands effets, moi j'insiste particulièrement, là c'est aussi peut-être le lien avec le manifeste qui est sorti en octobre dernier, c'est en fait d'un point de vue écologique, c'est plus que dramatique en fait. Voilà. Le phénomène de métropolisation, c'est un phénomène de densification rapide, donc d'attractivité, faire venir. Pour ça, il faut libérer de la place, et du coup, il faut effectivement exclure ceux qui étaient sur place et qui occupaient les lieux. Bon. Cette densification, c'est pour tenir tous ensemble, à 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, etc., et ben, il faut tout simplement s'en remettre à des dispositifs techniques. Il faut s'en remettre à des types de matériaux, le béton en l'occurrence. Il faut s'en remettre à tout un tas, on va dire, d'appendices ou de modalités d'ordre technique, marchande, urbanistique, qui en fait ont des effets écologiques qui sont dramatiques. Donc pour information, mais ça peuple toute la littérature depuis quelques années, quoique les collègues ne sont pas très collègues universitaires, qui sont dans une urbaphinie définitive, hein, soyons clairs. Hein, 95% des collègues universitaires ne jurent que par la ville. Voilà. Il y a maintenant, tous les 2 ou 3 mois, un article qui sort, le dernier, enfin le dernier ou l'avant-dernier, c'est dans la revue Science, en janvier dernier. Vous avez 15 métropoles au monde qui sont en train de s'enfoncer sous le poids du béton. Voilà. Et c'est pas 2 cm par an. Hein. Voilà. Alors c'est plutôt des grandes métropoles littorales. Et il y a 350 millions de personnes qui vont devoir être déplacées à horizon 2035. Voilà les effets. Alors on peut en avoir d'autres, hein, des trucs qui nous concernent plus directement, par exemple les canicules estivales. Les fournaises urbaines, les étuves que nous vécûmes, et ben c'est un différentiel de température de 8 à 12 degrés entre les centres métropolitains et des espaces de 20-30 km un peu aérés. Voilà. La nuit. Et les 10 degrés de différence, de 8 à 12, c'est effectivement dans les périodes dites caniculaires, donc c'est un différentiel qui est d'autant plus impactant pour les corps, fondamentalement, parce que le climat ou la température ambiante est déjà assez élevée. Des trucs comme ça, vous en avez des centaines. Voilà, les 100 premières villes de France ont 3 jours d'autonomie alimentaire. Voilà. 3 jours d'autonomie alimentaire, ça veut dire que le moindre fruit, le moindre légume à Paris parcourt 800 km avant d'arriver sur une étale. Bon. Et Rennes fait partie des 100 villes qui n'ont que 3
3 jours d'autonomie alimentaire, hein, soyons clairs. On opère le croisement. Voilà. Jamais clair. 3 jours, c'est ça. 3 jours, oui. Donc c'est le temps de l'approvisionnement, si je comprends bien. Exactement. Et alors du coup, c'est moi ce que je mets, ou je tente de mettre dans le débat, c'est compliqué, c'est que comment dire, l'artificialisation dont nous parlons, ça n'est pas que l'artificialisation morphologique des villes elles-mêmes, c'est-à-dire dans leur ceinture, dans leurs faubourgs, voilà, dans leurs frontières. Pour qu'on soit arrivé à ce tel niveau d'urbanisation généralisée et de polarisation urbaine, voilà, c'est-à-dire qu'en France, soyons clairs, hein, la population était autrement distribuée au XIXe siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans l'espace hexagonal. Voilà. Équilibré ou pas, là n'est pas la question. En tout cas, c'était beaucoup plus harmonieux, ou en tout cas largement mieux distribué, plus polycentrique que ça ne l'est aujourd'hui autour d'une cinquantaine de villes qui représentent l'ensemble du pouvoir marchand, voilà, du système productif qui est localisé à proximité. Oui, juste pour information, quand je disais tout à l'heure 7 grandes villes-mondes qui servent de modèle et 120 villes métropolitaines, métropolisées à l'échelle internationale, c'est 12% de la population mondiale, mais c'est 48% du PIB international. Voilà. C'est là où le capital, en fait, s'encastre et se reproduit. Et que l'accumulation, bien évidemment, dégage les marges les plus fécondes. Bon. Et là, on n'est pas à ce niveau-là avec Rennes, Bordeaux, qui ne font pas partie globalement des 120, mais néanmoins, ce système de pensée-là est tout à fait duplicable à l'échelle hexagonale. Donc, au XIXe siècle, plus harmonieux, en tout cas différemment équilibré, je ne suis pas en train de vendre le XIXe siècle comme le siècle de toutes les vertus. Hein. Aujourd'hui, là où je voulais en venir, c'est que la surpolarisation dans des espaces urbains densifiés, l'artificialité n'est pas que ces espaces de densification. Voilà. Le béton signe effectivement l'artificialité, mais fondamentalement, pour nous concentrer toujours plus dans les grandes villes, il a fallu mettre en œuvre l'agriculture industrielle et conventionnelle, il faut un extractivisme forcené. En fait, l'artificialisation, elle est totale. Voilà. Elle est totale pour que nous tenions tous dans les villes et que nous soyons des agents, volontaires ou involontaires, du capital pour les rendements. Alors vous allez me dire, quel serait notre rôle volontaire ou involontaire? Je pense ici plutôt involontaire, ou en tout cas dans la pensée dite de gauche. On y reviendra certainement dans le débat, mais j'insiste sur un point, que l'artificialisation, ça n'est pas simplement dans les frontières des villes. Voilà. En dehors des frontières, pour faire tourner les villes, pour tenir aussi massifiés au même endroit, pour nous nourrir et que le légume fasse 800 km, il faut qu'il soit produit de manière industrieuse et conventionnelle à 800 km. Voilà. Donc en fait, tout le rebond post-Seconde Guerre mondiale qui visait à la reconstruction avait en ligne de mire le fait d'une armature urbaine à l'échelle hexagonale qui allait devenir le prochain levier et surtout le rebond productiviste attendu pour le capital. Donc, deuxième élément, 1 sociologique, 2 écologique. Voilà, 2 types d'effets. Bon, après, 3, je ne vais pas vous les faire, ils sont dans le bouquin. Enfin, le but, c'est pas de les lire, mais je vous en fais juste le portrait rapidement. Anthropologiquement, ça devient assez dramatique parce que, grosso modo, je ne sais pas comment vous ressentez, vous, l'évolution de Rennes sur les 20 dernières années, mais toutes les enquêtes commencent à converger pour indiquer qu'il y a un sentiment de suffocation, de saturation, d'accélération. Bref, les populations se sentent de moins en moins urbaines dans les modes de vie tels qu'ils sont proposés, dans les manières de se comporter telles qu'elles sont imposées. Voilà. Et c'est particulièrement dans les villes que le gouvernement décore pèse aujourd'hui, vraisemblablement, en tout cas, que les expériences d'urbanisme militaire se développent, que l'urbanisme tactique se développe. Ça veut donc dire que là, par la pression populationnelle, démographique, mais par les intérêts aussi économiques, le politique a tout intérêt véritablement à expérimenter ce que pourrait être des technocratures ou des démocratures, c'est-à-dire des démocraties qui sont de moins en moins libérales, si tant est qu'elles aient quelques vertus, et qui soient de plus en plus autoritaires. Voilà. L'urbain sert aussi d'expérimentation et de terrain d'expérimentation sous cet angle-là. Ça veut donc dire qu'un des effets, pour moi il est double, il est anthropologiquement, c'est là où on se conforme de plus en plus, où les normes sont de plus en plus pesantes, les manières de se comporter attendues sont de plus en plus tangibles, visibles. À Vancouver, par exemple, maintenant ils mettent une signalétique au sol. Rigolez pas parce que c'est en train d'arriver à Lille, c'est expérimenté. Hein. Une signalétique au sol parce qu'on est tous, ils seraient tous courbés comme ça. Voilà, imaginez ce qu'il y a dans la main. Hein. Et que du coup, pour se rendre à l'offre marchande la plus près ou au centre commercial à moins de 500 mètres, il vaut mieux avoir le regard
plaqué au sol que regarder une signalétique en l'air. Et quand vous voyez à Lyon, la signalétique est encore en l'air, mais elle est numérisée et elle est surtout individualisée. C'est-à-dire qu'elle vous repère à quelques dizaines de mètres, et elle ne vous repère pas en tant qu'identité matricielle, mais en tant que corps dans l'espace, et elle a différentes typologies de corpulence, de démarche, de vitesse de déplacement, et donc elle va adapter l'information sur la signalétique pour pouvoir vous renseigner, pour vous déplacer dans l'espace urbain. Voilà. Des trucs comme ça, il y en a en fait des dizaines. Voilà. Les nudges sont là-dedans, c'est-à-dire dans les centres commerciaux, la musique, la lumière, mais aussi les espacements et plus largement une architecture intérieure un peu modulaire pour vous orienter dans vos déplacements et vous faire rester plus longtemps. Voilà. Les techniques comportementales ont pris une place déterminante, c'est-à-dire que nos corps dans les villes, le sentiment d'être libre, l'air de la ville rend libre, dit-on depuis le XIIe siècle, pour des raisons très différentes, c'est de moins en moins vrai. En tout cas, le sentiment est de plus en plus partagé que dans les grandes villes, on se sent dépossédé de quelque chose. C'est assez marrant parce que, effectivement, dans ce que tu dis, très récemment, on parlait de l'effet 5G qui allait vers même la 6G, ouais. Où justement, l'idée, ça serait de dire, sur ton téléphone, tu vas pouvoir être orienté au plus près du magasin qui est juste à ta droite, et on est typiquement dans cette trajectoire qui est indiquée au sol, ça sera peut-être même sur nos téléphones. Complètement, tout à fait. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus en fait. Mais en fait, tous les éléments du dispositif sont en place, fondamentalement. Je ne dis pas qu'il y a un grand penseur de cette chose-là, mais il y a les intérêts bien croisés et bien sentis, et dans les transports, dans le logement, dans nos pratiques, bien évidemment, le fétiche de la marchandise est royal là-dedans. Vous croisez tout ça et ça donne des manières d'être, des façons de se comporter. La citadinité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ou 40 ans. Je ne dis pas qu'elle était mieux ou moins bien, mais c'est une vitesse de changement comportemental qui est inégalée dans l'histoire de l'humanité, soyons clairs. Voilà. C'est-à-dire que ça s'est accéléré et que c'est ça qui particulièrement pose question au sens que l'on ressent lorsque l'on vit dans les villes. L'emploi a complètement évolué. Je parlais de désindustrialisation, en tout cas de dématérialisation. Les classes créatives ont pris, entre guillemets, une partie du pouvoir, ou en tout cas sont clairement les prescriptrices de ce que devraient être les comportements. Classes créatives, du design, de la culture, du marketing. Voilà, le techno-managériat est très bien représenté. Les classes dirigeantes et les élites internationales se déplacent de métropole en métropole. Tout ça cumulé, ça ne fait pas plus de 15 à 20% d'une population métropolitaine aujourd'hui, mais elle est la ligne et la cible particulière de l'ensemble des pouvoirs métropolitains. Voilà. Parce qu'au centimètre carré, c'est elle qui a le portefeuille le plus rempli, et puis parce qu'elle est prescriptrice en fait des comportements de modernité qui sont derrière. Voilà. Il y a tout un marketing derrière. C'est ces gens-là qu'on regarde. Exactement, et desquels on s'inspire et auxquels on va essayer de ressembler, croient-ils et croient-elles. Surtout les îles en général. On pourrait parler de l'effet télé-réalité. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui, dans les technologies visuelles, culturelles et numériques, est déterminante. Alors, enfin, dernière catégorie, j'irai le plus rapidement, parce que généralement, c'est celle qui prête le plus à débat, c'est d'un point de vue politique. Vous faites de moins en moins communautés à 500 000, à 1 million d'habitants, à 2 millions d'habitants, à 10 millions d'habitants. Voilà. Communauté d'ordre politique. Donc forcément, il y a une distanciation. Voilà. Et cette distanciation fait que on s'en remet toujours plus à des savoirs techniques. On s'en remet toujours plus à des connaissances, des compétences et des expertises de l'urbain, enfin de l'urbanisme, de l'aménagement, de la gestion des flux, des systèmes de transport, et ça nous déprend toujours plus de notre capacité à l'échelle de nos espaces de vie d'intervenir très directement. On va mettre un petit coup de démocratie participative par-ci par-là, d'accord, qui est une démocratie d'élevage, hein, soyons clairs, c'est-à-dire qu'on va former les masses à accepter, mais moyennant de la pédagogie, terme consacré. Tout ça en fait ne fait pas politique en chacun, hein, et suscite la défiance, voire la désaffiliation qui est remarquée. Donc la ville aussi participe de ce mouvement de desserrement démocratique et d'éloignement de ce que pourrait être la chose publique. Parce qu'à 1 million, soyons clairs, on s'en remet plutôt à des urbanistes en chef qu'à des leaders associatifs ou à des coopératifs qui leur demandent un peu d'histoire et un peu de pertinence. Donc il y a 4 types d'effets fondamentaux qui en fait embarquent l'entièreté de nos réalités, et ça arrive assez rapidement puisque les villes métropolitaines ont commencé assez largement à se ressembler. Rennes a muté en 20 ans, comme Lille a muté en 15 ans, comme Marseille ne bouge pas, c'est Marseille, donc c'est une exception. Je le prends donc à dessein. Nantes, n'en parlons pas, évolue à une vitesse grand V. On a les mêmes recettes.
l'événementiel, le festival, la ludification, la numérisation des espaces, la patrimonialisation, le tourisme de masse, mais un peu quand même bien senti, qu'on va essayer de déplacer, touristification, l'offre culturelle muséale qui est privatisée, la guguénimisation, c'est comme ça qu'on l'appelle. Enfin bon, voilà, il y a 5-6 recettes que l'on retrouve dans tous les espaces métropolitains. Alors, à certains endroits, ça se voit moins parce que c'est plus tardif dans le lancement. À d'autres, c'est clairement décomplexé, revendiqué par les autorités, mais de toute façon, c'est la seule trajectoire qui est proposée. Voilà. Du coup, concrètement, ça donne, on a les mêmes services de transport avec des tramways colorés et des bus à haut rendement de service, on a le même pavage au sol, on a les mêmes enseignes commerciales, on a les mêmes largeurs de trottoir, tout ça est en train de s'homogénéiser à vitesse grand V, parce qu'en fait, il n'y a que 15% de la population mondiale qui est visée derrière ça, ou de la population nationale, et que c'est celle dont je parlais tout à l'heure qui a les plus gros rendements et les plus larges portefeuilles. Bon. Donc c'est pas du tout égalitaire, la question de la justice est posée. Voilà le dessin que j'ai proposé après d'autres, en empruntant à d'autres et en rajoutant quand même la dimension écologique qui généralement était passée sous silence en termes d'effets délétères. Du coup, derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas voulu m'arrêter là parce que sinon ça donnait lieu à un suicide personnel déjà, ou pour les 3 lecteurs qui auraient aimé lire ce bouquin. C'est pas non plus un génocide, mais bon. Du coup, la dernière partie des Métropoles barbares et le manifeste derrière vise à proposer ce que pourraient être quelques pistes, je ne dis pas des recettes clés en main. La 3e partie des Métropoles barbares est sur les alternatives aujourd'hui, alors du dedans des espaces métropolitains, mais surtout du dehors. Parce qu'en fait, là aussi, la question doit être posée et mise directement sur la table. Peut-on lutter contre cette machine à désir, ce deus ex machina, ce vortex généralisé qu'est ou que sont les métropoles de l'intérieur? Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a même des mouvements qui se développent contre la touristification, à Venise, à Barcelone, à Lisbonne, contre la gentrification, phénomène aussi remarqué, que l'on retrouve aussi à Berlin, à Genève à nouveau, etc. Le problème, c'est que ça ne change rien, en fait, fondamentalement. Ça ne change rien parce que les lieux du pouvoir économique et politique sont tellement concentrés au centimètre carré qu'on peut vous donner 2-3 miettes. Voilà. On peut vous amuser avec des tiers-lieux, avec des civic tech ou avec des open space, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer d'avoir un autre rapport au travail, plus labile, voilà, plus flexible. Mais ça, c'est la fluidité, c'est toujours, ça sert toujours les mêmes intérêts. Hein. Ça ne changera pas fondamentalement la trajectoire paradigmatique du capital aujourd'hui, dans son stade, alors, cognitif, culturel, etc. Voilà. Oui, oui, on parle d'adaptabilité, de résilience, d'agilité, de flexibilité, tous ces termes-là, c'est les mots valises du marketing territorial. Hein, d'accord. Vous rajoutez transition écologique et c'est bon, vous passez. Il y a là quelque chose qui, moi, me posait question. Donc j'ai plutôt préféré fixer comme hypothèse de travail que la seule solution était extérieure, en fait. Voilà. Il fallait nous débrancher. Il faut, en fait, rompre avec les chaînes passionnelles que ce mouvement de métropolisation a créé en nous. Dans les manières de nous comporter, de penser le monde, de se projeter, de faire politique. Voilà. Il y a une hypothèse, c'est pour ça que je suis géographe de formation, je tenais à la rappeler, il y a une hypothèse forte qui est de dire que les cadres que nous peuplons, les cadres habités, déterminent nos manières de penser. En tout cas, participent ardemment de nos manières de penser. Et qu'à trop vivre dans le béton, on est un peu arraché de la nature. Voilà. À trop vivre dans le mouvement incessant, on a quelques soucis avec l'écologie, à condition qu'on s'entende sur ce que veut dire écologie. Donc du coup, double hypothèse, les cadres habités déterminent nos manières de penser, et 2, les cadres urbains sont déjà trop avancés, les pensées métropolitaines et les politiques métropolitaines sont déjà largement engagées pour que nous puissions de l'intérieur éventuellement les modifier ou changer leur trajectoire. Au croisement des deux, ça donne d'aller voir de l'extérieur quelles sont les alternatives dans leur radicalité. Voilà. Qu'est-ce qu'elles proposent. Et là, premièrement, la quasi-totalité d'entre elles ont une conscience de cet emballement, notamment des corps et de leurs esprits dans les espaces métropolitains. C'est pour ça qu'elles ont décidé d'en partir. Voilà. Donc la question du débranchement, ce n'est pas une fuite, c'est véritablement une prise de conscience, et donc la conscience aussi qui est qu'on ne pourra pas de l'intérieur les changer, il faut changer l'espace habité pour se changer soi-même, et que pour se changer soi-même, là, il y a clairement quelque chose qui est la question écologique qui devient matricielle. Voilà. Se rapprocher du vivant, et faire survie, essayer de vivre plutôt que de continuer à survivre dans des espaces urbains métropolisés pour lesquels on ne pourra jamais cultiver ce que l'on mange et faire autogestion par des formes un peu renouvelées. Voilà. Donc là-dedans, moi j'ai identifié 3 communs qui peuplent les alternatives et qui sont en tout point peut-être, alors non pas la dialectique, parce que ça veut dire qu'il y a une unité des contraires, mais l'opposé de ce que j'ai décrit dans l'espace métropolitain. 1,
il y a refaire corps avec le vivant, donc habiter différemment. Voilà. À une taille qui serait un peu moins démesurée, à une taille qui serait un peu moins illimitée que les agglomérations de 300 000, 500 000, 1 million ou 10 millions d'habitants. Oui, juste pour information, ça va très vite, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les autorités chinoises viennent de plafonner la population de Shanghai et de Pékin. Alors ils ont pris leur temps, hein, 20 et 25 millions d'habitants. Mais l'idée même du plafonnement, c'est admettre par les autorités qu'il y a une invisibilité, une inhabitabilité des usines qu'ils ont construites en l'espace de 10 années. Parce qu'ils ont eu cette capacité quand même, par l'extraction et par l'esclavagisme moderne et le nombre de morts sur les chantiers, à construire des villes de plus de centaines de milliers d'habitants en une dizaine d'années. La Suède commence à déplacer des villes entières, petites, mais s'est engagée dans cette perspective-là. En Californie, ils sont en train de casser de l'asphalte, ils débétonnent. Ça veut donc dire que la question vraiment de l'urbain commence à susciter quand même quelques intérêts, ou en tout cas à provoquer quelques questions. Je referme la parenthèse. Se pose bien du coup la question de 1. À quelle taille limite, décente et responsable nous devons habiter la Terre? Donc l'habiter du vivant joue un rôle déterminant. Dans l'urbain, c'est tout bonnement impossible. Il y a un arraisonnement, un arrachement, une distanciation. Les gens disent, enfin en tout cas les alternatives, il nous faut partir de là pour véritablement faire corps, en tout cas renouer, retisser un lien sensible au monde avec des S partout vivants. 2. Coopérer. Et là c'est un coopérer par le faire. Voilà. Le premier c'était habiter la Terre. Le deuxième c'est coopérer par le faire, c'est-à-dire sortir du système concurrentiel et compétitionnel et essayer de voir quelles pourraient être, alors là pour le coup en empruntant à des trajectoires urbaines, hein, à des expériences coopératives que l'on a pu construire dans l'urbain, mais en le mettant en application autour de la Terre et de ses ressources, à des fins, donc par le faire, il y a indéniablement aujourd'hui la question néo-paysanne, agroécologique, agro-pastorale, permacole et permaculturelle jouent un rôle déterminant là-dedans. Voilà. Comment on coopère différemment pour satisfaire nos besoins en sortant de la consommation et en revenant sur le système productif, c'est-à-dire en produisant ce dont on a besoin. Voilà. Alimentaire, le logement, l'énergie, les transports, etc. Ça passe par de la coopération. Et le troisième commun, il est autour de l'autogestion, chose que vous connaissez bien mieux que moi, donc autogéré de manière solidaire. Donc là, on a des collectifs multiples. Voilà. Quand je dis collectif, c'est très éclectique hein, dans les alternatives extérieures. Ça va des enclaves décentralisées, des utopies concrètes que peuvent représenter des zones à défendre, par exemple, voilà, jusqu'à des colibris, des oasis, c'est-à-dire des écolieux, des écovillages, des éco-hameaux, qui n'ont pas du tout les mêmes profils sociologiques, soyons clairs, hein, qui n'ont pas du tout la même capacité de résistance au capital, d'accord? Entre les deux, des fermes sociales, des coopératives intégrales, enfin bon, on pourrait en faire un inventaire à l'après-vert. Vous avez aujourd'hui entre 3000 et 6 000 lieux qui, aujourd'hui en France, traduisent ce qui me semble être peut-être, alors non pas une alternative clé en main, mais une perspective autre que l'urbain généralisé, et qui a la métropole comme emblème de civilisation. Voilà. C'est peut-être enfin à hauteur civilisationnelle le moment où on peut se poser cette question-là, puisque je vous dis, ça éclot au sein des pensées des autorités, mais ça éclot aussi alors, dans les cultures des peuples premiers en Amérique du Sud, dans l'expérience du Chiapas au Mexique, les luttes paysannes en Inde l'année dernière qui ont enserré et encerclé New Delhi, suite à la politique gouvernementale de convertir l'agriculture à l'agroalimentaire mondialisé. Et c'est en train d'éclore de partout, en fait. Donc il y a bien quelque chose qui, dans une trajectoire, mais non unifiée, qui est d'ordre humaine, aujourd'hui, la question se pose de la place de l'urbain, qui en fait renvoie à la révolution néolithique, fondamentalement. Depuis la Mésopotamie antique, les États se sont constitués comme cités-États. Et pour se constituer comme cité-État, il a fallu arraisonner la nature, il a fallu domestiquer le vivant. Aujourd'hui, la crise écologique fait que on ressent un peu différemment cette réalité écologique qui nous était donnée comme un fait, qui semble nous échapper. Pour moi, l'effondrement est déjà à bas bruit commencé, l'extinction du vivant est partie, le chaos climatique, on le vit tous les jours. Cette question écologique réinterroge cette œuvre civilisationnelle de l'urbain, et ça semble éclore à l'échelle hexagonale comme à l'échelle internationale. Voilà pour les métropoles barbares. Ne vous inquiétez pas, le deuxième bouquin ira beaucoup plus vite, parce qu'en fait, c'est exactement le même. Le mec qui a fait un coup éditorial, il a arnaqué tout le monde. Du coup, il coûte 3 fois plus cher. Ah bah, j'ai juste rajouté un peu d'acide citrique et tout va bien. En fait, le premier,
c'est comment dire, le produit de 20-25 ans de recherche, donc il est référencé avec une bibliographie, j'énonce les concepts, les notions, etc. J'emprunte à beaucoup d'autres. Bon, il est plutôt l'acte d'un chercheur. Voilà. Le deuxième, plus court, plus direct, est écrit à la première personne, c'est un manifeste, voilà, qui reprend les idées mais qui vont un peu plus loin et qui surtout par le jeu essaye de dialoguer avec d'autres jeux. Voilà. Et notamment des jeux, c'est-à-dire des individus, non nominativement, des groupes, qui me semblent avoir des responsabilités dans le non-débat que l'on a aujourd'hui autour de ces questions. Voilà. Donc je me suis fait que des amis avec ce manifeste, hein, soyons clairs. Mais ça reprend les mêmes idées, ça va un peu plus loin, et à la fin par contre, je me propose de mettre en avant quelques orientations. Mais dont j'ai déjà prononcé les termes. Hein. Il faut réempaysaner nos cultures, ça c'est évident. Il faut retrouver le travail de la main, c'est plus que nécessaire. Il y a à changer d'éducation nationale, c'est dramatique. La question de l'éducation et de leur autoritarisme, et surtout des contenus, est devenue pathétique. C'est dans les bouquins de seconde, de première, de terminale, mais même de troisième, que l'on trouve les plus grands récits, mais démoniaques de la métropole et de son advenu. Hein. Voilà. C'est dans les livres de géographie, mais aussi la manière dont on présente historiquement cette advenue de l'urbain, qu'on a en fait des esprits et des corps qui sont totalement façonnés à cette pensée dominante. Donc à la fin du manifeste, je propose quelques orientations, dont le réempaysanement ou des éducations qui seraient réellement et clairement alternatives, et je termine sur notamment des états généraux donc, qui se sont tenus il y a maintenant 3 semaines, qu'on a engagés avec une trentaine d'organisations autour d'une société écologique post-urbaine, c'est le sous-titre du manifeste, pour essayer de voir ce que pourrait être véritablement, sans attendre la précipitation de l'urgence, sans attendre que de plus en plus ceux qui ont les moyens partent des villes pendant que d'autres sont complètement abandonnés à l'enfer du béton. Donc essayer vraiment d'anticiper ce que pourrait être simultanément une société post-urbaine. Voilà. Mais qui prenne à bras-le-corps cette question qu'il va falloir rétrécir petit à petit la démesure qui a été la nôtre pendant des siècles entiers. Ça s'appelle la décroissance planifiée. Ça a été expérimenté à plusieurs endroits, alors plutôt dans des lieux de désindustrialisation, notamment en Allemagne de l'Est, où des villes se sont rétrécies par le départ de l'emploi. Voilà. Mais on a des expériences historiques autour de ça, et je terminerai là-dessus du coup. Dans la société écologique post-urbaine, dans ses états généraux, ça présente une toute autre géographie que celle hyper concentrée autour d'une vingtaine de grandes villes, avec des interlandes ou des interurbains, qui seraient des petites villes en déclin ou des villes moyennes de confins. Voilà, c'est-à-dire des choses qui sont en voie de dépeuplement. La géographie alternative proposée, tout simplement, vise à retrouver un peu de dignité, de responsabilité et de décence. Et pour cela, avoir une maille, on va dire, d'agglomération, une maille de peuplement qui se situe entre 3 et 30 000 habitants. Et bien, quand vous prenez toute l'histoire de différentes origines, hein, autour de ce que... alors, après, on n'est pas obligé non plus d'adhérer à la totalité des pensées qui, de la philosophie grecque notamment, ont pu émaner. Mais depuis l'archéologie tropicale, qui nous sort des choses sur la décentralisation, c'est-à-dire un maillage territorial beaucoup plus décentralisé, qui, dans les espaces tropicaux, sont beaucoup plus dits adaptatifs et résilients, donc beaucoup plus résistants à des chocs écologiques. Jusque les villes en transition aujourd'hui, qui sont à 95% des villes de moins de 10 000 habitants, en passant par les utopies urbaines du 19e siècle, qui étaient des tentatives, fourriéristes et autres, de l'ordre de 3 à 5 ou 7 000 habitants. Jusqu'aux préconisations d'Aristote sur le fait politique ne devrait pas dépasser 20 ou 30 000 habitants. Voilà, pour faire politique, il y a une taille limite, alors il ne l'a pas mesurée à l'unité près, mais de laquelle il faut quand même être vigilant ou un peu conscient. Ça donne en fait une géographie clairement alternative. Voilà, on préconise de rétrécir, de démanteler par la fragmentation intérieure et de penser et d'anticiper ce que pourrait être une autre géographie qui soit socialement inclusive, le terme tu l'as employé tout à l'heure, mais en tout cas qui ne laisse personne sur le bas-côté, fondamentalement écologique un peu plus responsable, et politiquement qui réarme une puissance, voilà, qui recrée de la passion et qui fondamentalement travaille un peu nos désirs d'agir. Voilà, c'est l'habiter par le faire, le coopérer, enfin l'habiter de la terre, le coopérer par le faire et l'autogérer de manière solidaire. C'est vers ça qu'on est engagé avec une trentaine d'organisations, et donc les États généraux ont réuni 120 personnes pendant 3 jours, où ça a été cogité, on a pris date pour un autre moment, au mois de mars prochain, il y aura un temps 2 des États généraux en septembre 2022. Voilà. Je l'ai fait très dense. Je vous ai fait un combo, les deux réunis.
Je vais intervenir. C'est pas évident, hein, ça fait beaucoup de continuance, voilà, mais effectivement, et puis à la fois passionnant en fait.